Bonjour à tous, je suis Céline Matrulot, nutrithérapeute fonctionnelle et je travaille sur l'accompagnement des femmes souffrant du syndrome des ovaires polykystiques pour améliorer leurs symptômes et leur fertilité. Je vais vous présenter dans cette troisième vidéo mon approche nutritionnelle pour aider ces femmes à réduire leurs symptômes, euh, mais aussi des approches complémentaires pour modifier le mode de vie. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, bien sûr, chaque conseil doit être individualisé. Il n'y a pas de protocole défini pour toutes les femmes souffrant de SOPK, puisqu'elles ont des caractères complètement distincts les unes des autres. Il y a plusieurs types de syndrome des ovaires polykystiques, et donc plusieurs causes, plusieurs facteurs, et donc forcément plusieurs solutions. Alors, que peut-on faire en nutrition fonctionnelle pour aider les femmes souffrant du syndrome des ovaires polykystiques? Alors, premièrement, on va faire un constat. On constate que la prise en charge est souvent longue et tardive. Elle intervient la plupart du temps après l'arrêt de la pilule contraceptive, où là, l'ensemble des symptômes commencent à apparaître et la femme se demande ce qui lui arrive. Les professions médicales vont demander d'attendre un petit peu que tout se régularise. Euh, la femme s'aperçoit qu'elle n'est pas forcément fertile rapidement. Et ensuite, la distance des rendez-vous fait que la prise en charge est nettement rallongée. La prise en charge est non systémique, hein, c'est-à-dire qu'on constate une prise en charge globalement médicamenteuse. On va soulager les symptômes plutôt qu'essayer de trouver une cause et d'avoir une approche différente, comme l'approche nutritionnelle ou ou le changement de mode de vie. Voilà, comme je vous disais, la prise en charge est souvent uniquement médicamenteuse. Les professions médicales vont essayer de stimuler l'ovulation pour améliorer la fertilité, ou alors pour les femmes qui ne souhaitent pas de grossesse, on va leur donner la pilule contraceptive puisque elle fait en sorte de stimuler une grossesse et donc euh, d'arrêter la production en excès des androgènes. Le traitement de première intention est souvent la metformine, puisque une des causes principales étant l'insulinorésistance. On va donner de la metformine pour faire baisser le glucose sanguin. La metformine a malheureusement un effet secondaire très important puisqu'elle impacte la vitamine B12. La vitamine B12 en déficit va créer beaucoup de fatigue, des défauts de méthylation, des problèmes digestifs, des problèmes psychologiques, neurologiques et peut aller jusqu'à des problèmes cardiovasculaires. Donc effectivement, c'est un traitement de première intention, mais qui peut avoir de nombreuses répercussions si la femme n'est pas biologiquement contrôlée régulièrement. Les traitements hormonaux qui vont être donnés aux patientes pour favoriser leur fertilité auront beaucoup d'effets secondaires, tels que la prise de poids, euh, aussi des problèmes de peau, des problèmes liés à la dépression, l'excès de sensibilité, de la rétention d'eau, des difficultés de sommeil, des excès de prise alimentaire. Voilà, il y a de nombreux symptômes. Je pense que j'en oublie beaucoup, mais effectivement, si on peut éviter cela, euh, ça pourrait aider de nombreuses femmes. Et ce qui se passe, c'est quand la femme est traitée donc médicamenteusement, euh, donc la grossesse a lieu et après grossesse, ben, finalement tout va recommencer puisqu'on n'aura pas traité la cause principale du syndrome. Donc aujourd'hui, mon objectif, hein, c'est de travailler sur les trois causes principales qui sont l'insulinorésistance, l'hypothyroïdie et le syndrome métabolique, par des modifications nutritionnelles, mais aussi sur le mode de vie de la patiente, pour jouer sur le taux d'hormones androgènes de manière à le faire diminuer, ce qui diminuera les symptômes principaux tels que l'acné, l'hirsutisme, le poids en excès, l'alopécie,
la fertilité, bien sûr, c'est l'objectif premier. La fatigue, la dépression, diminuer les inflammations, diminuer les migraines et faciliter la digestion. D'ailleurs, on commence souvent par là, par régler les problèmes digestifs de manière à ce que les nutriments puissent être absorbés beaucoup plus facilement par la patiente. Donc, euh, au niveau des modifications nutritionnelles, par exemple, pour traiter l'insulinorésistance, qui est un excès de glucose, on est obligé d'y associer un régime euh, de manière à diminuer les glucides pris par la patiente ou modifier les types de glucides. Euh, Au niveau du régime alimentaire de la patiente, on va faire en sorte aussi qu'elle ait l'ensemble des nutriments, micronutriments, minéraux essentiels au fonctionnement métabolique. Pour diminuer aussi l'hypothyroïdie, il faut savoir que la consommation d'iode, de sélénium, de vitamine B, de fer est très importante de manière à diminuer la TSH et augmenter la conversion de la T4 en T3 active et refaire fonctionner la thyroïde de manière normale. La thyroïde étant le moteur de notre corps, si elle fonctionne normalement, le métabolisme est accéléré et donc de nombreuses problématiques peuvent être améliorées. Par modification du mode de vie, j'entends le travail sur le sommeil, s'il y a des problématiques de sommeil, sur l'activité physique, sur le stress, sur l'équilibre vie perso, vie pro, le rapport avec la nature, la vie sociale, etc. On essaye d'adapter le mode de vie de manière à diminuer le stress au maximum, diminuer le cortisol au maximum, qui a un impact aussi sur l'insulinorésistance et donc sur le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, ce schéma très rapide résume comment les femmes souffrant de SOPK rentrent en fait dans un cercle vicieux. Euh, on peut voir donc que des facteurs externes tels que les perturbateurs endocriniens, l'hygiène de vie, les intolérances alimentaires, l'environnement et aussi des facteurs internes tels que des facteurs génétiques, donc hérités de la dernière génération, voire l'avant-dernière, vont influencer le développement du syndrome des ovaires polykystiques. L'obésité aussi est une cause, puisque l'obésité va créer de l'inflammation chronique qui va aussi pouvoir induire le syndrome des ovaires polykystiques par exemple, une résistance à l'insuline, comme expliqué dans une des vidéos, la seconde vidéo que j'ai faite, va diminuer la sex hormone binding globulin et donc va augmenter les androgènes dans le sang et créer une hyperandrogénie qui va induire donc tous les symptômes associés, l'acné, l'hirsutisme, l'alopécie et donc la modification du rapport FSH-LH euh, qui bloque l'ovulation. Mais cette hyperandrogénie va aussi favoriser l'anxiété, la dépression, qui va augmenter le stress, qui aura un impact sur le cortisol et donc les glandes surrénales et vont favoriser le syndrome des ovaires polykystiques. Donc dans mon approche, euh, mon objectif c'est de casser en fait ce cercle vicieux d'une manière ou d'une autre en trouvant votre cause principale du syndrome des ovaires polykystiques et ensuite pouvoir améliorer tout le reste des difficultés que vous connaissez des suites de ce syndrome. Donc, je vais travailler sur neuf indications principales, hein, donc en lien, comme je vous l'ai montré précédemment, avec l'insulinorésistance, l'hypothyroïdie et le syndrome métabolique. On va travailler à réduire la glycémie, à modifier la consommation des acides gras. On va essayer d'adopter une alimentation la plus anti-inflammatoire possible. On va travailler sur les prises d'alcool, tabac, café, la relation avec la nourriture. Si nécessaire, on va travailler sur la détoxification du corps, puisque la femme souffrant de SOPK va avoir un excès d'hormones androgènes, mais ça peut aussi être les œstrogènes, et donc va favoriser un surmenage du foie, ce qui n'est pas bon forcément pour le métabolisme. Et donc pour l'aider, on va essayer de le détoxifier.
On va travailler aussi, si nécessaire, sur l'activité physique. On peut y associer des plantes pour réduire la production d'androgènes et on va travailler aussi sur le sommeil puisque le manque de sommeil aura un impact considérable sur les hormones de la femme. Donc, comme je vous l'ai dit, je le répète une nouvelle fois, il n'y a pas de protocole SOPK, ça n'existe pas. Chaque femme souffrant du syndrome des ovaires polykystiques a des causes bien à elle, une cause bien à elle ou plusieurs causes. Il y a plusieurs modifications à faire et chaque femme aura je veux même pas appeler ça protocole, mais aura des indications complètement différentes et adaptées. Il faut savoir aussi que chaque femme certaines ont peut-être déjà une famille, ont des obligations spécifiques, un rythme de vie spécifique et donc on peut pas adapter les mêmes conseils et indications pour tout le monde. Donc voilà, les conseils que je vais vous présenter par la suite sont vraiment adaptés dans le cadre d'un suivi et de consultation. Donc comment on peut réduire la glycémie et soutenir les surrénales? Donc, comme je vous l'ai dit, avec l'insulinorésistance, l'excès de glucose, parfois le diabète de type 2, on encombre le foie. Et ce glucose en excès va être stocké et va se transformer en acide gras qui va créer de la lipogénèse. Et au lieu d'être converti en énergie, il va inhiber l'insuline, la leptine aussi, qui est une hormone qui permet de réguler la satiété et l'énergie du corps. Le fructose en excès dans le corps va aussi augmenter la testostérone et donc favoriser l'hyperandrogénie. Il faut savoir également que donc à l'âge enfant, ça fonctionne, mais on se dépense beaucoup, mais à l'âge adulte, c'est encore plus gros. Si l'offre de glucose, donc la consommation de sucre, est en excès par rapport à la dépense, donc on ne fait pas de sport, pas d'activité physique, on ne dépense pas ce glucose, il va rester dans notre corps, il va stresser notre système de régulation et va créer cette insulinorésistance très propre et facteur de SOPK. Et le sucre va ensuite être stocké sous forme de graisse et de prise de poids. Donc on va favoriser forcément les aliments à index glycémique le plus bas possible. Donc forcément les légumes, les racines, comme le topinambour par exemple, tout ce qui est oléagineux, noix, amandes, graines, mais ça c'est pareil, hein. Une femme en surpoids va devoir contrôler sa consommation d'oléagineux puisqu'ils sont très riches en calories, puisque très gras. On va plutôt consommer des laits végétaux, des laits d'amandes, riz, noisettes, du fromage de brebis, chèvre, des viandes blanches, en des protéines comme le poisson, les œufs, des fruits rouges, des petits fruits rouges comme les mûres, les myrtilles, les cassis, les groseilles, les framboises, qui sont des bons régulateurs de la glycémie, hein, notamment consommés le matin ou à 17 heures. Et lorsque l'on consomme des fruits, donc qui sont quand même riches en fructose et glucose, on va essayer de les prendre les moins mûrs possibles et on va favoriser forcément une alimentation non transformée. On va arrêter tout ce qui est arrêter ou réduire au maximum tout ce qui est biscuits, chocolat au lait, chocolat blanc, les pâtisseries, les riz, les pâtes, plutôt consommer des pâtes complètes, du riz complet, les pommes de terre, tout ce qui est feuilleté, tarte, pizza. On va aussi stopper le lait de vache, on regardera tout à l'heure pourquoi. Le sucre, le miel, tout ce qui est fruits séchés, hein, très calorique, très glucidique, l'alcool et les aliments transformés. On peut y associer des épices comme la cannelle, le gingembre et le curcuma qui auront des rôles sur la glycémie de manière à la diminuer. Je n'ai pas noté aussi le réglisse. Si on ne souffre pas d'hypertension artérielle, on peut consommer des tisanes de réglisse qui régulent la glycémie. Alors, pourquoi on va réduire les produits laitiers au maximum, les produits laitiers animaux pour le syndrome des ovaires polykystiques? Alors, il faut savoir que le lactose,
qui est contenu dans le lait, hein, c'est le principal sucre du lait. Le lait, c'est pas de la vitamine D, c'est pas du calcium, c'est principalement un sucre. Stimule le facteur de croissance de l'insuline IGF-1. Donc les facteurs de croissance, c'est bien pour les bébés, mais ensuite pour les adultes, on en a quand même beaucoup moins besoin. Et lorsque ce facteur de croissance est stimulé en excès, il a une anatomie qui est proche de l'insuline et donc il va y avoir en fait un phénomène de croisement. Et donc on va les appeler facteurs de croissance insulino-mimétique puisqu'il va mimer l'insuline dans le corps et donc le stockage du glucose. Donc l'ingestion de produits laitiers va accroître le niveau d'insuline qui va, voilà, comme j'ai expliqué plusieurs fois, accroître les hormones androgènes et donc la croissance, par exemple, de l'acné, l'alopécie et tous les symptômes liés à l'hyperandrogénie pour les femmes. Dans le lait de vache, il y a également beaucoup de perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens, soit ils se fixent aux récepteurs hormonaux, soit ils miment l'action des récepteurs hormonaux, et donc ils peuvent amener à un dysfonctionnement de la thyroïde, par exemple, une hypothyroïdie, et donc impacter la fertilité, euh, mais pas que aussi, peut augmenter l'endométriose, des, des, euh, des cancers aussi et des micropénis chez les hommes et chez les jeunes garçons. L'utilisation déraisonnée quasi systématique des antibiotiques dans les élevages, hein, bah forcément on les retrouve dans le lait. Ils sont responsables de sélection et de résistance bactérienne et vont modifier la flore et donc forcément vont modifier aussi la flore de la femme après la consommation. Il faut savoir aussi que la plupart des laitages sont acidifiants et la femme souffrant de SOPK a souvent des inflammations associées et donc l'acidification n'est pas bonne du tout pour les inflammations puisqu'elles vont les augmenter. Alors pourquoi peut-on remplacer ces produits laitiers de vache? Il y a maintenant de plus en plus de laits végétaux sur le marché et donc sur ce schéma, cette image, pardon, vous pouvez voir les différents laits présentés et quelques indications, voilà, comme le lait d'amande qui a plutôt un goût neutre, il est riche en vitamine E. Le lait d'avoine a une saveur douce, un peu plus riche en glucides. Le lait de cajou est riche en vitamine D et en protéines, donc c'est aussi une bonne alternative au lait de vache. Alors, on va conseiller aux femmes souffrant de SOPK de modifier sa consommation d'acides gras de manière à consommer des acides gras de qualité. Donc les acides gras vont favoriser en fait les membranes plasmiques des cellules, mais aussi le transport des différents nutriments, micronutriments, des hormones, des messagers, etc. Donc la consommation d'oméga 3, par exemple, est vivement conseillée et des études montrent qu'une co-supplémentation en oméga 3 et en vitamine E s'est avérée efficace pour modifier les paramètres de santé mentale, mais aussi de l'expression des gènes des femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des oméga 3? Ben, par exemple, dans les huiles polyinsaturées à forte teneur en oméga 3 bien pressées à froid, comme l'huile de lin, de colza, de cameline, de chanvre, sont des huiles qu'on doit conserver au frigo puisque elles s'oxydent très rapidement à la lumière et à la chaleur. On en consomme également dans tout ce qui est petits poissons gras, tels que les sardines, les maquereaux, dans certaines graisses animales, dans les noix, les avocats, les graines de chia. Donc la consommation d'oméga 3 vont améliorer la fertilité. Elles peuvent favoriser la perte de poids. Elles améliorent aussi la fonction cérébrale et l'humeur, puisque le cerveau est principalement lipidique. Hein, donc tout ce qui est bon oméga 3 vont favoriser un bon fonctionnement cérébral et réduisent l'inflammation et renforcent aussi tout ce qui est système immunitaire de la femme.
Alors voilà, comme je vous le disais là, hein, mais là, c'est un complément, hein, consommer des acides gras insaturés va permettre donc une meilleure qualité des membranes des cellules, un meilleur transport membranaire, va favoriser la fabrication d'ATP, hein, c'est l'énergie du corps. Il favorise l'absorption de toutes les vitamines qui sont lipidiques, la vitamine A, la C, la D, la E, la K. Elle favorise l'action des neurotransmetteurs, des catécholamines comme la dopamine, la noradrénaline, et agissent aussi sur les récepteurs couplés à la protéine G, aide au métabolisme du glucose. On peut conseiller donc à la femme souffrant de SOPK et d'inflammation associée de favoriser une alimentation anti-inflammatoire. Alors, en soi, elle ne stoppe pas l'inflammation, mais elle va la diminuer et aider à ce qu'elle ne se développe pas autant. Alors, je peux rajouter également, c'est important, hein, effectivement, l'inflammation va nuire à la qualité des ovules, hein, forcément, et à la fertilité. Donc, plus on diminue l'inflammation, plus la fertilité sera meilleure, puisque la qualité de l'ovule sera meilleure, mais aussi la qualité de la progestérone, de l'endomètre de l'utérus, etc. Donc, l'alimentation inflammatoire, c'est ce qu'on va diminuer au maximum, ce qu'on va essayer de stopper. Donc, ça commence par tout ce qui est huile végétale chauffée, donc toutes les fritures. On réduit au maximum tout ce qui est friture, l'alcool, la viande aussi, principalement la viande rouge, hein, est très inflammatoire. Tout ce qui est barbecue, hein, les cuissons telles que les grillades, les glucides raffinés, la présence d'additifs, tout ce qui est acide gras transformé, tous les sucres et voilà, comme je vous le disais, les aliments trop cuits. On va favoriser des cuissons à faible température, comme la vapeur, euh, la cuisson en eau bouillante mais de courte durée, la cuisson au four aussi à basse température longue durée. On va favoriser la prise d'oméga 3, comme je vous l'ai expliqué juste avant. La consommation de fruits et légumes bio au maximum, avec la peau pour avoir tous les nutriments. Cuit vapeur ou cru, et plutôt en forte proportion. Alors, j'ai mis portion, mais plutôt proportion sur une assiette. Et on peut y associer, comme vu tout à l'heure, le gingembre, le curcuma et la cannelle, qui vont aider à diminuer l'inflammation. Alors, je peux pas, du sud de la France, je peux pas ignorer le régime méditerranéen, hein, qu'on prône tant, mais qui a forcément des vertus et des qualités importantes puisque il se rapproche quand même le plus possible du régime anti-inflammatoire et à glucides plutôt modérés. Voilà, donc comme on le voit sur cette pyramide, on réduit au maximum la viande, les sucres, les produits transformés. On consomme des protéines telles que les œufs, la viande blanche, du fromage, donc plutôt à base de lait de brebis et de chèvre. On peut consommer un verre de vin qui est riche en polyphénol, un verre de vin par jour maximum. On consomme de l'eau à volonté et le plus possible. On consomme des poissons, des fruits de mer, plutôt des petits poissons. On évitera tout ce qui est gros poissons tels que le requin, le thon, l'espadon, qui sont riches en mercure et en plomb et donc vont participer à, enfin ne vont pas aider à la détoxification du corps, au contraire, euh, et qui sont fortement déconseillés pour les femmes enceintes. Tout ce qui est moules, crustacés, coquillages sont recommandés pour leur forte teneur en zinc, en iode, euh, qui sont très importants pour un fonctionnement thyroïdien optimal. On va associer aussi tout ce qui est légumes, fruits, céréales complètes, des huiles, donc d'olive, mais aussi de lin, de colza, riche en oméga 3, de cameline, des oléagineux, des herbes et des épices. Et donc dans le régime méditerranéen, il associe aussi
l'activité physique, la vie sociale, manger dans de bonnes assiettes, manger avec plaisir et dans de bonnes conditions. Voilà. J'aime dire éplucher plus, désemballer moins. Voilà, c'est ça. C'est consommer des aliments frais, des aliments le plus bruts possible, le plus simplement possible en fait, hein. Il n'y a pas forcément besoin de faire de la grande cuisine. Au contraire, c'est plutôt rapide et plutôt efficace. Donc voilà une assiette type, mais pareil, c'est vraiment adapté en fonction du profil de chacune de mes patientes. Donc on va avoir une demi-assiette de légumes, un quart d'assiette de protéines, des bons gras, et puis des céréales plutôt à IG bas ou des graines ou des tubercules. Mais voilà, il faut aussi penser à la chrononutrition. Je pense que je ferai une vidéo spécifique sur la chrononutrition. Euh, mais par exemple, pour favoriser le sommeil, il est plutôt déconseillé de consommer des protéines le soir, qui vont induire la tyrosine et donc la dopamine, la noradrénaline, et donc bloquer le tryptophane, la sérotonine, qui permettront la fabrication de la mélatonine pour dormir le soir. Voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué, je m'en excuse, mais je vais pas développer ça. Et encore une fois, c'est selon le profil de chaque patient. Alors pourquoi le régime méditerranéen, par exemple, est, euh, est de qualité pour favoriser la diminution de l'hypothyroïdie et un fonctionnement thyroïdien normal? Bah parce qu'on constate qu'il y a de l'iode, hein, dans les algues, les fruits de mer. Il y a présence de fer aussi, hein, dans les abats, dans la viande rouge en petite quantité, dans les céréales et légumineuses aussi, mais moins absorbables. La présence de vitamine D, il y a du sélénium dans les noix, du zinc dans les fruits de mer et céréales, de la tyrosine dans les protéines. Et aussi, le régime méditerranéen permet de diminuer l'insulinorésistance parce qu'on y trouve de la cannelle, du chrome, des vitamines B, des complexes de vitamine B. On peut consommer de la réglisse, des polyphénols, du myo-inositol, tout ça qui permet de combattre l'insulinorésistance et de favoriser le métabolisme des glucides. Alors, avec mes patientes, on va aussi travailler sur l'alcool et le tabac. Je vais vous énoncer brièvement ce que l'alcool et le tabac va faire sur la fertilité et donc forcément on va pas favoriser leur consommation, on va plutôt même essayer de la stopper au maximum dans cette période-là. Donc l'alcool c'est forcément riche en sucre, hein, une bière par exemple beaucoup plus que le vin, mais la bière peut faire monter la glycémie très rapidement. Euh, c'est pas pour rien qu'on parle du ventre à bière. Euh, ils retardent l'ovulation, ils interfèrent avec le fonctionnement normal du foie, hein, ils vont surcharger le foie et donc vont bloquer la détoxification. Ils vont altérer la qualité des ovocytes, ils vont favoriser les malformations des spermatozoïdes, augmenter les risques de fausses couches, hein, diminuer les chances de réussite donc au niveau de la grossesse, diminuer les réactions aux stimulations ovariennes. Ils vont perturber l'anidation de l'ovule fécondé. Ils vont pas permettre forcément un bon développement embryonnaire et donc favoriser une nouvelle fois les fausses couches. Ils vont diminuer la qualité de l'endomètre et de la glaire cervicale. Et donc encore une fois, ça va pas favoriser la fertilité de la femme et on va constater des pertes de vitamines et minéraux, notamment avec une altération du microbiote intestinal. Le café, lui, la consommation doit être aussi réduite au maximum, surtout parce qu'il va surmener les glandes surrénales et donc activer le cortisol en excès et donc augmenter l'insulinorésistance. Euh, le café va aussi inhiber l'absorption de certains nutriments. Alors pourquoi on va travailler sur la relation avec la nourriture? Euh, il faut savoir, je ne sais pas si vous en avez connaissance, si je dois le rappeler ou l'expliquer, mais on ingère environ 7 tonnes d'aliments par vie. Donc 7 tonnes dans notre petit corps de 50-80 kilos, ça fait pas rien.
ça fait pas rien. Donc aujourd'hui, quand on connaît, j'ai envie de dire en prévention, mais souvent tant qu'on n'est pas malade, on n'en a pas conscience. Mais quand on connaît des pathologies, de la fatigue, des inflammations, des maladies auto-immunes, des problèmes de fertilité, euh, l'alimentation doit devenir vraiment la priorité dans notre vie, puisque l'alimentation est une des causes principales des pathologies qu'on va développer. Donc on va essayer de manger en conscience de ce qu'on mange, apprécier les textures, les goûts, les odeurs de ce qu'on mange, manger dans le calme, dans la sérénité, accompagné de personnes qu'on aime, vraiment passer un bon moment, un plaisir à manger, faire des jolies assiettes avec de belles couleurs, des textures, des aliments qu'on a envie de manger, qui sentent bon. Et on va surtout porter une attention particulière à la mastication. Plus on mastique, euh, plus les aliments, les vitamines vont être mieux absorbés. On va faciliter aussi la digestion. On va faciliter le travail de notre foie, de notre pancréas, des acides biliaires, de toutes les enzymes digestives et donc forcément ensuite des intestins et de la détoxification. Donc, la relation avec la nourriture, c'est peut-être aussi une des priorités à travailler, de manière à ce que les nutriments soient le mieux absorbés possible. On va aussi travailler sur l'activité physique, puisque forcément l'activité physique va diminuer l'insulinorésistance. Euh, une étude montre que 75 minutes d'exercice par semaine peuvent déjà améliorer le syndrome des ovaires polykystiques. Et ensuite, si la femme pouvait se maintenir à 30 minutes par jour, ce serait l'idéal. Donc, on parle pas d'activité physique forcément intense, mais plutôt agréable dans la durée. Euh, on travaille aussi sur le stress, sur le cortisol, voilà. Mais voilà, encore une fois, toutes les femmes ne vont pas pouvoir pratiquer une activité physique tout de suite. Ça va pas forcément être la priorité, euh, mais on peut travailler dessus petit à petit. Il faut savoir aussi que dans le syndrome des ovaires polykystiques, on a le cas contraire. On a le cas des femmes qui en font en excès. Et pareil, en excès, on, le sport pratiqué en excès, en fait, va favoriser des inflammations intestinales, des syndromes de l'intestin irritable, mais aussi des productions androgéniques en excès. Et donc, voilà, c'est à travailler dans les deux sens, à adapter, comme je vous l'ai dit et re-redit, en fonction du mode de vie et des conditions de chaque patiente. Alors, par la prise de plantes, et là donc forcément on n'est plus sur des compléments alimentaires, on peut réduire la production d'androgènes. Voilà, je citerai la racine d'ortie par exemple qui est extrêmement riche en minéraux et qui peut être bon pour beaucoup de pathologies et de symptômes. Voilà, le thé vert, le sabal, voilà. Mais tout le monde ne peut pas prendre de thé vert. Les personnes par exemple en excès de fer n'en prendront pas. Euh, en prendront, pardon. Les personnes en anémie, pas forcément. Voilà, il faut adapter chaque préconisation en fonction de chaque personne. Pourquoi travailler sur le sommeil chez mes patientes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques? Lors du sommeil, il se passe tout un tas de choses. Le corps fonctionne autrement. Le foie, par exemple, fonctionne différemment en période de jour d'activité et en période de sommeil, mais comme en fait de nombreux organes de notre corps. Euh, il faut savoir que les personnes qui ont du mal à s'endormir, très souvent, donc de manière chronique, hein, je parle pas spécifiquement, exceptionnellement lié à un stress, etc., ont une diminution de la sécrétion de mélatonine. Et donc, la privation de sommeil de manière chronique va agir sur les interleukines 6, le TNF-alpha, les CRP sont des indicateurs d'inflammation. Donc, les inflammations vont augmenter. Euh, la fatigue qui va être associée va faire diminuer l'exercice puisqu'on aura moins de force pour faire de l'exercice physique. Donc, on peut par exemple prendre du poids.
S'il y a une baisse de mélatonine pendant la nuit, ça veut dire que le cortisol, l'hormone qui est contraire, on va dire ça comme ça, va être augmenté, sauf que le cortisol ne doit pas être augmenté la nuit. Le cortisol doit plutôt être augmenté la journée, petit à petit, pour réduire le soir et laisser place à la, à la mélatonine. Et donc, en forte présence de cortisol, on a une insulinémie et donc on arrive à une insulinorésistance. La résistance à l'insuline va créer du diabète de type 2, de l'obésité, de l'hypertension artérielle, du syndrome métabolique et donc forcément, voilà, on y associe le syndrome des ovaires polykystiques. Donc il faut absolument travailler, rétablir un sommeil convenable pour que les hormones refonctionnent de manière biologique la nuit et le jour en fonction de ce qu'elles doivent faire. Alors la leptine, par exemple, euh, il faut savoir que si euh, on ne dort pas, la leptine est bloquée. Et la leptine, c'est un régulateur de la masse corporelle, c'est-à-dire qu'elle contrôle la satiété et la dépense calorique. Et donc, si elle ne fonctionne plus, les personnes n'arrivent plus à satiété, donc vont consommer de manière excessive des aliments et souvent des aliments glucidiques et donc il va y avoir une prise de poids très importante et comme elle ne fonctionne plus, la dépense calorique va moins se faire, le métabolisme va être au ralenti. Donc forcément la prise de poids va être excédentaire. Donc en cas d'obésité, la leptine est souvent élevée, ce qui crée aussi une irrégularité des règles, un problème de fécondité, des douleurs ovariennes et mammaires. Voilà, puisque les œstrogènes sont fabriqués en excès. Le rapport LH-FSH est aussi très mauvais, très déréglé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser le sommeil? On va essayer euh, de favoriser la production de mélatonine. Si c'est pas possible, on va en rajouter au début, progressivement pour pouvoir l'arrêter s'il faut. Il faut savoir qu'un déficit en mélatonine, c'est vraiment une urgence vitale, hein, puisque tout le métabolisme va être déréglé. Donc, on va éviter l'alcool et le café le soir, hein, forcément, même le café après 14 heures. L'activité physique aussi après 18 heures, hein, puisqu'elle va favoriser tout ce qui est noradrénaline, adrénaline, donc qui est pas bon pour la production de mélatonine. On va éteindre les écrans 2 heures avant se coucher, dîner tôt pour que la digestion ait été un maximum faite. On va favoriser la prise de protéines le matin et le midi, et par contre le soir, manger plutôt léger, des végétaux, des légumes et des glucides complexes. On peut avoir des activités relaxantes, pratiquer de la méditation, de la sophrologie, écouter des musiques agréables. On va éviter tout ce qui est information, traitement de dossiers stressants. Voilà, on va éviter tout ce qui va stimuler en fait l'intellect de manière négative. Et voilà, prendre des bains, faire de la lecture, etc. Et on évite au maximum la prise de somnifères. Alors, la détoxification de l'organisme, comme je vous ai dit, elle est primordiale pour les femmes souffrant de SOPK puisqu'il y a un déséquilibre au niveau hormonal et donc le foie aura du mal à traiter cet excès d'hormones et donc ils vont se retrouver dans le sang et ensuite provoquer tous les symptômes associés. Donc, il faut savoir qu'on a 6 organes d'élimination. Alors là, j'en ai mis que 5, mais en fait, donc, on retrouve les reins, les poumons, donc c'est le système respiratoire, les intestins, la peau, le foie, mais aussi le système lymphatique. Donc, comme vous avez vu récemment, sûrement aux informations, 74% des aliments conventionnels ont été contrôlés avec des pesticides contre 5% des aliments bio. Donc la première chose à faire forcément est de consommer des aliments bio au maximum. Donc on va éviter d'ajouter des déchets, hein,
consommer le plus d'aliments non transformés possible. On peut rajouter des aliments tels que le radis noir, l'artichaut, le romarin, le desmodium, qui vont favoriser le fonctionnement du foie et donc la détoxification de manière naturelle. Pour les intestins, on peut consommer des tisanes de mauve, de guimauve, des aliments riches en fibres, en antioxydants. On va limiter la consommation de gros poissons avec plomb et mercure. On va préférer les petits poissons comme les sardines, les maquereaux. On va pratiquer de l'exercice physique. On peut positionner une bouillotte sur le foie le soir, puisque ça va favoriser la circulation sanguine et donc le fonctionnement du foie. Et on peut consommer des tisanes de bardane, de pensée sauvage et de salse pareil pour la peau. On va essayer d'éliminer au maximum tout ce qui est perturbateur endocrinien. Donc les perturbateurs endocriniens, c'est aussi un vaste sujet. On va en trouver dans tout ce qu'on inhale, respire, absorbe, boit, mange, touche. Voilà, aujourd'hui on en a de partout. Euh, c'est c'est un sujet très vaste, très complexe. Euh, mais on peut déjà, au sein de notre foyer, mettre en place différentes choses hein, qui peuvent modifier euh, notre consommation de perturbateurs endocriniens. Donc on va retrouver dans le plastique, hein, je vais pas vous parler du bisphénol, dans les vêtements quand ils n'ont pas encore été lavés, les peintures, les produits d'entretien, cosmétiques, d'hygiène, tout ce qui est shampoing, dentifrice, le maquillage pour les femmes, les protections hygiéniques, euh, des crèmes pour la peau, des gels douche, euh, voilà, et tout ce qui est produits d'entretien. Donc, les perturbateurs endocriniens ils vont interférer avec nos systèmes hormonaux de manière lente et sournoise, très chronophage, et vont favoriser à terme l'inflammation. Ils vont perturber la communication entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Et donc toutes ces toxines qu'on va ingérer vont devenir des hormones de synthèse et se fixer au récepteur hormonal ou mimer nos hormones naturelles. Donc, ils vont surcharger, épuiser le foie, créer des déséquilibres hormonaux, des troubles ovulatoires. Ils vont diminuer la qualité, la forme, la quantité des spermatozoïdes. Ils vont participer à la féminisation des hommes. Hein, on le voit déjà dans certaines rivières pour les poissons. Ils augmentent les risques de fausses couches, de syndrome des ovaires polykystiques, de ménopause précoce. Ils augmentent la toxicité des zones génitales, augmentent les dysbioses, diminuent l'absorption des nutriments et ont des impacts non négligeables sur le fœtus et le futur enfant. Donc j'ai fait tout un article sur mon site sur les perturbateurs endocriniens, là où on en trouve les noms très complexes que vous pouvez retrouver sur les étiquettes, sur les différentes étiquettes, et par quoi on peut les remplacer, par quoi on peut remplacer nos produits d'entretien de manière très simple et écologique et en plus très économique, par quoi on peut remplacer nos produits d'hygiène aussi. Alors, c'est vrai, il faut pas en faire une obsession parce qu'en fait, on ne vit plus. Mais je vous assure que enfin, voilà, moi j'ai changé très simplement ma lessive, un nettoyant toute surface et sol avec 3 ingrédients et finalement je me facilite la vie parce que voilà, j'ai plus que 3 ingrédients et une fois par mois ou tous les 2 mois, je fais ma petite popote. C'est des ingrédients sains, sans odeur, totalement naturels pour mes enfants et voilà, j'en suis très contente. C'est un peu plus dur forcément pour tout ce qui est shampoing, gel douche parce qu'il faut que ça aille à notre peau, que ça nous convienne, que l'odeur nous plaise aussi. Donc il faut souvent en essayer plusieurs. Mais voilà, j'ai cité quelques marques, j'ai aucune association avec, mais voilà, qui sont très limitées, voire qui ont une absence totale de perturbateurs endocriniens. Donc pour conclure ces 3 vidéos, euh, voilà, je suis complètement convaincue et j'ai pu le voir déjà sur enfin sur la majorité de mes patientes, que l'approche nutritionnelle et systémique
peut totalement aider, voire supprimer les symptômes liés au syndrome des ovaires polykystiques et améliorer la fertilité de manière assez rapide et surtout sur du long terme, hein, en fait. C'est ça qui est le plus important, hein, c'est que la femme, après sa grossesse, elle se retrouve pas dans la même problématique. Euh, Prendre de nouvelles habitudes, euh, c'est aussi avoir un nouveau mode de vie, un nouveau mode de consommation et pouvoir diminuer le maximum la prise de médicaments qui auront des effets secondaires importants et augmenter au maximum une nutrition, une alimentation variée et bénéfique pour le métabolisme de notre corps. Euh, et ce qui est très important aussi pour moi dans cette démarche et dans ma spécialité, c'est de pouvoir faire en sorte de sensibiliser au maximum les futures mères pour qu'elles puissent par la suite éduquer le plus tôt possible leurs enfants et réduire l'impact de toutes ces hormones, de tous ces perturbateurs, ces toxines sur le fœtus et le futur enfant de manière à ce qu'il y ait une rupture, on va dire, de la transmission génétique de ce syndrome et qu'on évite au maximum aussi de développer des pathologies qui sont liées, hein, comme le diabète de type 2, l'insulinorésistance, les maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique. Voilà, c'est l'approche nutritionnelle et le changement de mode de vie, c'est pas que maintenant pour diminuer des symptômes, c'est aussi pour nos futures générations qu'elles connaissent pas les mêmes problématiques et qu'elles se retrouvent pas face à des pathologies qui sont pas évidentes à résoudre et qui sont difficilement supportables. Voilà, je vous remercie. Je suis disponible donc pour des consultations. N'hésitez pas à me contacter. Vous aurez mes coordonnées sur mon site internet. Euh, voilà, j'ai à cœur de considérer chaque patiente comme une et individuelle et prendre chaque cas voilà, pour réussir à réaliser votre objectif le plus tôt possible et de la meilleure manière. Je vous remercie et à très bientôt.